Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un point de mes lectures du mois de septembre. Alors j'ai beaucoup lu, je crois 15 ouvrages, donc je vais aller très vite pour vous en parler, pour pas que cette vidéo vous dure des plombes et parce que je pense que la plupart vous pourrez retrouver mon avis plus détaillé sur le blog. Je vais d'abord vous parler des livres papier que j'ai lus, parce que j'ai lu également pas mal sur ma liseuse ce mois-ci. Alors tout d'abord, j'ai lu L'Immoraliste de André Gide, donc dans une très belle vieille édition parue au Mercure de France. Alors c'est un titre d'André Gide que je ne connaissais pas, dont j'avais jamais entendu parler, et je l'ai trouvé en brocante et je me suis dit « Oh, génial !» J'ai sauté dessus, surtout que j'aime bien les vieux livres comme ça. C'était un très beau moment de lecture. L'histoire est très simple, c'est un homme qui vient de perdre sa femme et qui va raconter un petit peu son cheminement. Il a été malade, donc il est parti dans le nord de l'Afrique, donc au niveau du Maghreb. On va y suivre tranquillement sa vie, c'est très poétique, ça ne se passe pas forcément grand chose à part qu'il réfléchit au sens de la vie, il apprend à profiter des petites choses, à donner l'importance aux choses qui en ont et celles qui n'en ont pas. Il se laisse voler par exemple par quelques enfants alors qu'il sait pertinemment ce qui se passe. Voilà, il se laisse porter et il profite de la vie avec sa femme, et il va raconter en fait cette histoire à ses amis qui sont venus le soutenir. Donc c'est très agréable à lire, c'est très reposant, apaisant, ressourçant, éventuellement à lire dans un jardin. Je vous le conseille franchement à 100%. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de La Petite Maison dans la Prairie de Laura Ingalls Wilder. Donc celui-là, c'est dans la collection Castor Poche Flammarion. C'est la collection qu'on avait à la maison quand on était petite. J'ai demandé à mes parents de me la ramener pour pouvoir la lire. À l'époque, moi je ne l'ai pas lu. Je sais que mon frère, mes parents, tout l'ont lu. Moi mes parents me l'ont lu quand j'étais petite. Voilà, on avait pendant les vacances le rituel de se poser un moment et de lire un chapitre ou deux. J'avoue avoir été déçue par cette relecture en fait par moi-même. Je me demande si mes parents n'avaient pas supprimé certains passages en fait, tout simplement parce que je me rappelais pas cette haine des Indiens que ont les parents. Je me rappelais du côté construire la maison, ce côté bon enfant, ce côté on se débrouille par soi-même, mais ce côté colon qui veut absolument arriver les premiers pour avoir la meilleure terre, cette haine des Indiens qu'ils ne connaissent pas, tout ça, ça m'a un petit peu choquée, un petit peu perturbée, parce que ce n'est pas du tout le souvenir que j'en avais. Donc du coup j'ai mis en pause. Voilà, je voulais lire toute la série et du coup je me suis mis en pause, je me dis que je verrai. Peut-être qu'à partir du tome 2 ça change. Donc on verra si je reprends. C'est vrai que voilà, j'étais un petit peu déçue de cette relecture, mais bon, on verra par la suite, je me décourage pas pour autant. Ensuite, j'ai lu La Touche Étoile de Benoît de Groux, c'est paru chez Grasset et ça a été un réel coup de cœur. Benoît de Groux, j'en ai entendu parler malheureusement au moment de son décès. Avant, j'ignorais totalement qui était cette femme, qui était une journaliste. Et dans ce livre, elle nous raconte, du point de vue du destin, la Moira, la vie d'Alice et de sa fille Marion. Donc elle nous raconte un petit peu les péripéties de ces jeunes femmes, leurs choix de vie qui sont très différentes, où elles ont du mal parfois à se comprendre. Il y a beaucoup de réflexions sur le féminisme, parce que Benoît de Groux était une féministe engagée, mais dans le bon sens du terme. Elle militait pour les droits de la femme, mais pas au détriment de l'homme, voilà. La femme en tant qu'homme, avec un grand H, voilà, en tant que personne de l'humanité. Il y a des réflexions qui sont très incisives, très pointues, très pertinentes, notamment une où elle est affligée de voir une petite fille de 10 ans habillée en mini-jupe, haut sous le nombril, hyper coiffée, maquillée, où elle se dit que c'est déjà sexualiser un enfant et quelque part la mettre dans une position de victime avant même qu'elle ait conscience du sens des attributs qu'elle porte, voilà, de tous ces... une mini-jupe, du maquillage, etc. C'est quand même des caractères sexuels, enfin voilà, ça sert cette image-là, on va dire. Et quand on a 10 ans, on n'en est pas du tout là. Et du coup, c'est un peu faussé le regard qu'ont les autres sur nous. Et voilà, par exemple, ça c'était je le raconte très mal, mais c'est très très bien écrit et bien détaillé dans le livre.
Voilà, donc c'est vraiment très pertinent sur les différents choix de vie, la façon d'être des femmes dans la société, la réflexion de la femme dans la société, dans la famille, quels sont ses choix, quelles sont ses possibilités. Voilà, c'est vraiment très très bien écrit, c'est vraiment un coup de cœur. Je vous le conseille à 3000%. Ensuite, je m'étais dit cette année que j'allais lire 10 classiques. Honnêtement, je crois que j'en ai lu 3 sur la liste des 10. Donc soit je mets un grand coup d'accélérateur, soit je me dis que tant pis, ce sera pour l'année prochaine. À côté de ça, j'en ai lu d'autres, peut-être que je n'avais pas mis sur ma liste, donc finalement c'est pas très grave. Donc, mais là j'ai sorti Le Grand Maune de Alain Fournier parce que je me rappelle pas l'avoir lu. En fait, même pas au collège ou au lycée, ça me disait absolument rien. À la relecture, effectivement, enfin à la lecture, non, l'histoire me dépassait, enfin, je la découvrais totalement, ça ne me disait rien. On y suit l'histoire de Maune, qui est surnommé le Grand Maune, qui un jour va s'échapper en fait de la famille dans laquelle il est placé pour suivre ses études et qui va découvrir un château mystérieux qui est, on va dire, plongé dans une extravagance un peu folle, un univers un peu fou à l'occasion d'un mariage et qui va être complètement subjugué par ce qu'il va vivre pendant 3 jours. Quand il va revenir chez lui, entre guillemets, il va être toujours dans ce rêve, il a envie de revoir la jeune fille qu'il a vue là-bas, et toute sa vie il va chercher ça et son ami va finir par retrouver ce monde-là. Donc c'est une histoire de promesse, d'adolescent et d'amitié très forte. C'est un peu fantasmagorique, c'est très agréable à lire, franchement. La première partie est complètement poétique, féerique, vraiment du domaine de l'enfance en fait, tout simplement, avec la magie. L'émerveillement, et la deuxième partie est beaucoup plus terre à terre dans l'âge de l'adulte où ils se sont retrouvés les uns les autres ils vont tenir leurs promesses. C'est très intéressant à lire, franchement. Alain Fournier n'a écrit que ce livre là et c'est presque dommage, il est mort un peu trop tôt. Voilà, donc franchement j'ai été agréablement surprise par cette lecture et je suis contente de l'avoir enfin lu. Ensuite, j'ai lu une certaine Clara Parker de Ségolène Valente, c'est publié chez Rajo Éditeur. Je l'ai emprunté à la bibliothèque, comme vous pouvez le constater. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a une élève qui arrive dans sa classe qui lui paraît parfaite et qui elle va tout faire pour essayer d'attirer l'attention de cette nouvelle de la classe, avant de se rendre compte que finalement peut-être que cette perfection qui semble l'attirer n'est pas si intéressante que ça et que cette personne n'est pas si parfaite et pas si exempte de défauts que ça. L'histoire en elle-même ne m'a pas plus convaincue que ça. Je pense que sur mon passé là, je pense, pour l'apprécier pleinement. Par contre, je pense que ça peut effectivement être très à la portée d'une élève de primaire ou de collège où on est fasciné par la nouveauté et par ce côté parfait que peuvent développer, qui peuvent transparaître de certaines autres filles, voilà, mais il ne faut pas oublier que c'est superficiel et que ce n'est pas forcément intéressant ni vrai. Voilà, donc petite lecture jeunesse voilà, qui est passée toute seule, mais vraiment j'en garde pas un grand souvenir et j'ai pas été particulièrement convaincue. Je la conseillerais pas par exemple à ma fille plus tard. Ensuite, je me suis lu Julia Carcasi, Je suis en bois, c'est paru aux éditions Héloïse d'Ormesson. C'est l'histoire d'une mère et de sa fille. Donc la fille a 18 ans et chacune trichement se protège l'une l'autre. Et enfin, l'une par rapport à l'autre. Du coup, il y a une certaine incompréhension. Et du coup, la mère lit le journal intime de sa fille et lui répond par lettre qu'elle ne lui donne pas tout simplement. Donc on a une sorte de dialogue de sourds où l'une et l'autre s'expriment, où l'une essaye de répondre à l'autre, mais sans finalement avancer, mais au fur et à mesure que la mère lit le journal de sa fille, elle arrive à la comprendre un petit peu mieux, donc elle essaye d'analyser par rapport à elle son expérience, pourquoi sa fille est comme ça, pourquoi elle est comme ça par rapport à ça, essayer de trouver des réponses et essayer d'avancer dans la relation, et c'est vraiment captivant. Le livre fait 160 pages, un petit peu plus. Je n'ai pas pu le lâcher, je l'ai lu d'une seule traite, c'était passionnant,
hyper bien écrit. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas l'avoir lu finalement en italien, parce qu'il y a une telle poésie dans l'écriture qu'en italien, ça doit être vraiment juste magnifique. Voilà, donc très très belle lecture que je vous conseille également à 100%. Ensuite, je me suis refait un autre jeunesse, un peu plus épais cette fois. C'est Trop parfaite de Gigliola Alvisi. C'est traduit de l'italien par Françoise Liffrand, donc deux auteurs italiennes. Et c'est publié chez La Joie de Lire, donc une maison d'édition que je ne connaissais pas. Là, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est fille unique depuis des années et des années. Sa mère tombe enceinte et malheureusement la grossesse ne se passe pas très bien. Doit aller passer son été chez la sœur de son père qu'elle ne connaît pas et qui a 4 garçons. Donc elle va découvrir une autre famille, un autre style de vie. Elle qui vit dans une famille très rangée, très bourgeoise, où on s'habille à peu près toujours de la même façon, où tout est carré et tout. Elle va découvrir une famille où la mère forcément passe énormément de temps en cuisine, etc. Où les garçons ont un petit peu le dessus, où on sort le soir, où chacun vit sa vie un peu comme il l'entend, mais où ça crie, où on se fâche, où on s'exprime. Et elle va découvrir tout ça, elle qui ne connaît pas tout ça, elle va être un petit peu perdue. Une façon de découvrir un peu la vie, le monde. Alors j'étais un peu... franchement, j'ai pas été convaincue non plus sur cette lecture-là. À la fin, on aborde un sujet où elle se fait un petit peu agresser, du coup les autres réagissent. Voilà, c'était presque de trop. Finalement, moi, le conflit qu'il y a entre elle et son cousin, pour moi, aurait été largement suffisant s'il avait été développé correctement. Parce que je trouve que c'est le point le plus intéressant du livre. Pourquoi son cousin la déteste à ce point alors qu'elle n'y est pour rien, alors que finalement c'est à son père qu'il en veut, enfin au père de la jeune fille. Et ça aurait pu être hyper intéressant si ça avait été poussé. Cette histoire d'agression qui finalement remet tout le monde d'accord, c'est un peu facile on va dire sur la fin. Et par rapport à ça, j'étais un petit peu déçue. Voilà, je pense que si le côté psychologique aurait pu être développé davantage et aurait été vachement plus intéressant pour des ados. Voilà. Mais bon, bref. Petite lecture. Ensuite, j'ai découvert David Fonkinos grâce à Célibataire. C'est une pièce de théâtre, donc c'est publié chez Flammarion. David Fonkinos, voilà, j'en ai entendu parler comme tout le monde des tas et des tas de fois, mais je n'avais jamais passé le pas. Je me suis dit que le découvrir par du théâtre, une des premières choses qu'il a écrites en plus, me paraissait une très bonne idée parce que ça permet de voir quelle est la force de l'écriture de l'auteur, parce qu'en théâtre on n'a pas de marge d'erreur, on va dire, tout doit être concentré à l'essentiel, il faut être percutant sans se perdre. Et du coup je me suis lu ce petit texte qui était vraiment très, très drôle, très amusant. Franchement, je l'ai dévoré en même pas 1h30 tellement c'est plaisant. Il n'y a que 2 personnages, donc ça se lit super facilement. Si vous avez peur de vous plonger dans une pièce de théâtre parce que vous avez peur de vous perdre au niveau des personnages, là, il n'y en a que 2 qui dialoguent ensemble et qui vont cheminer petit à petit dans leur réflexion. Ils travaillent tous les deux dans une agence matrimoniale et qui est forcément sur le déclin, hein, avec la mise sur le marché des sites tels que Mythique, Adopte un mec, etc. Donc il va falloir qu'ils changent de vie et ils se posent beaucoup de questions par rapport au célibat, à la place de l'amour dans le couple, quelle est la place du couple dans la société. Ils reviennent sur leurs histoires d'amour malheureusement pas très heureuses puisqu'ils sont célibataires tous les deux, voilà. Et donc ils abordent tout ça avec humour, légèreté et on passe vraiment un excellent moment. Si vous ne connaissez pas cette pièce de théâtre de David Fonkinos et que vous aimez cet auteur, franchement foncez, vous allez passer un moment délicieux. Ensuite, je me suis lu Le goût de la lecture, donc c'est paru chez Le Petit Mercure et les textes ont été choisis par Michel Gazier. Une super... c'est un petit recueil en fait, où à chaque fois, alors il y a plusieurs thèmes et elle nous propose alors d'abord un résumé elle va nous prendre plusieurs extraits d'œuvres où des auteurs ont parlé de la lecture. Donc elle va d'abord nous dire un peu rapidement quel contexte a été écrit l'œuvre. Elle nous met l'extrait et ensuite elle nous met une petite réflexion par rapport la position du lecteur par rapport à cette œuvre, par rapport l'auteur par rapport à la lecture.
quel est son point de vue, elle nous emmène à réfléchir aux différents niveaux de lecture, à la lecture individuelle, la lecture collective, quelle est la place de la lecture dans la vie des gens, etc. C'est vraiment super bien fait, c'est pas facile d'en parler parce que c'est tout trié par... Enfin, c'est classé dans 5 grandes parties, mais ça se lit super bien, ça permet de découvrir aussi pas mal d'auteurs. Certains qui sont que moi je connaissais, donc elle va pas citer Montaigne, Samprin, Pénac, Miller, Sarraute, Georges Perec, Proust, Quignard, voilà, il y a un petit peu le panel. Et c'est vraiment très très bien fait, franchement je suis 100% convaincue par cette petite collection. Je me suis pris le goût de Venise, j'ai offert le goût de la bière et je pense que je vais poursuivre mon exploration parce que ça permet, c'est les textes qu'on choisit sur un sujet, ça permet de découvrir des textes par un extrait, des textes qu'on n'aurait jamais lus ou découverts auparavant. Ça m'a fait rire parce que par exemple elle parle d'un texte de... zut, je ne sais plus son nom. Jean-Jacques Bonnet, et je l'avais lu et je l'ai dans ma bibliothèque et je l'avais adoré, je l'ai retrouvé dedans, donc ça m'a fait plaisir. Voilà, c'est des choses comme ça qui sont... Et puis c'est tout petit, vous pouvez le glisser dans un sac, en lire une page par-ci, par-là, et avoir un petit peu de lecture sur soi, franchement, très 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 belle découverte. J'ai poursuivi dans David Fonkinos parce que forcément je me suis dit s'il est célibataire c'était sympa, je pourrais peut-être sortir un autre livre de ma palle de lui, donc j'ai sorti les célibataires, les souvenirs, donc c'est paru chez Folio, donc là c'est la couverture du film que je n'ai pas vu. En fait on va y suivre un jeune homme qui est un petit peu perdu dans sa vie, qui est un petit peu déboussolé. Notamment quand son père va décider de placer sa grand-mère en maison de retraite. Alors il va souvent aller la voir et il va être un peu perturbé par la façon dont ça se passe pour elle, la façon dont la mode de vie qu'on lui impose, alors que finalement elle n'est peut-être pas si invalide que ça par rapport aux autres de la maison de retraite. Il va se poser des questions sur sa vie également. Il va porter un regard nouveau aussi sur la relation entre son père et sa mère. Enfin, tout dans sa vie paraît un peu flou, un peu compliqué, il sait pas où il en est. Et petit à petit, tout va s'éclaircir, voilà. Et ça va finir par une petite canaillerie de la grand-mère qui va s'échapper. Mais grâce à ça, il va comprendre énormément de choses sur sa vie. C'est très bien écrit, c'est pas forcément facile d'en parler. Alors je sais pas comment est adapté le film, si c'est bien. Mais en tout cas, franchement j'ai été convaincue par la plume de l'auteur. J'ai un autre livre, je crois, j'ai Charlotte forcément de David Fonkinos à lire. Et je pense que je redonnerai une chance à cet auteur parce que franchement c'est plaisant à lire. Et là, la recherche, enfin ce personnage que l'on suit est vraiment intéressant. Les réflexions sont bien menées, donc je comprends le succès de cet auteur. Et je trouve que c'est pas volé, voilà. Donc très agréable découverte. Ensuite, je vais vous parler des livres que j'ai lus sur liseuse. Alors du coup, sur la liseuse, c'est pas facile pour montrer les images. Donc du coup, je vais vous le montrer. Alors j'ai tout d'abord lu et La Fontaine, une école buissonnière par Éric Orsenna. Donc c'est paru chez Stock. C'est une biographie en fait sur La Fontaine qu'a monté Éric Orsenna, que j'ai trouvé vraiment très bien faite parce que il reprend petit à petit la vie de l'auteur. Il nous raconte un petit peu ses traits de caractère principaux, mais sans se perdre dans les détails. C'est hyper abordable et il nous met régulièrement des extraits des œuvres qu'il a écrits à ces moments-là, parce que Jean de La Fontaine n'a pas écrit que les fables. Il a écrit plein d'autres choses, donc des contes érotiques, des poèmes érotiques, enfin il a écrit plein de choses. Des poèmes tout court aussi d'amour, etc. Donc il nous en met des extraits au fur et à mesure et on découvre ce personnage qui était quand même très atypique, qui a vécu de l'ère du temps, qui avait passé un contrat libre on va dire avec sa femme. Ils n'étaient pas plus amoureux que ça l'un de l'autre, elle aimait un autre homme, et soit, il a accepté qu'elle vive sa relation avec cette femme, lui préférait vivre sa vie un petit peu de bohème à Paris en étant chez les uns, chez les autres. Et ils se sont fait plaisir, ils se sont accordés là-dessus. Donc c'est un personnage très en avance pour son temps. Du coup en décalage complet, c'était un personnage très loyal, ce qui lui a valu des déboires et le fait de n'être finalement qu'assez peu connu à cette époque, à une époque où il faut absolument plaire à la cour pour survivre, voilà. Donc c'est très très bien écrit, c'est très très bien amené.
Il y a quelques réflexions personnelles de l'auteur, donc de Erik Orsena au milieu, qui sont, moi je ne trouve pas dérangeantes. Après, on aime ou on n'aime pas le personnage, l'homme, etc. Moi je m'en fiche. Moi ce qui m'intéresse c'est l'écrivain et ses mots sur le papier, soyons clairs. Donc qu'il a amené de personnel en plus, je l'ai trouvé bien amené. Donc franchement c'est une très belle lecture que je peux conseiller à tout le monde. Que on soit par exemple un lycéen ou un collégien fait, qui, qui fait une recherche sur La Fontaine, c'est très abordable, tout comme quelqu'un qui est beaucoup plus érudit. Voilà, tout le monde va y trouver plaisir et ça donne vraiment envie de découvrir La Fontaine et ses œuvres à travers d'autres textes que la dizaine de fables qu'on connaît tous par cœur et qu'on nous a servi toute notre vie. Il a écrit beaucoup plus de choses que ça. Ensuite, j'ai lu Megumi et le fantôme de Eric Senap, c'est publié chez Didier Jeunesse. Ça a été un vrai coup de cœur. On y suit une jeune fille qui va en Irlande avec ses parents, où elle apprend qu'en fait elle a un ancêtre, un arrière-grand-père qui était irlandais. Et elle découvre où était la maison de ce grand-père, elle va rentrer dans cette maison et elle va rencontrer un fantôme d'un de ses aïeuls. Et il va se créer une relation entre cette petite fille et ce fantôme qui est assez rigolote. Et j'ai trouvé que c'était très très bien amené de rapprocher l'Irlande et le Japon, où les deux ont une culture... dans la culture traditionnelle où les morts et les fantômes ont une place, mais pas une place qui fait peur, une place effrayante ou une place un peu glaçante où il ne faut pas en parler, etc. Non, ils ont une vraie place, les morts ont une vraie place. On en parle, ils sont là, on vit avec. Et du coup, la relation entre cette petite fille et ce fantôme est très rigolote. Et quand ils vont retourner au Japon tous les deux, il va s'en suivre bien sûr forcément quelques péripéties très amusantes parce qu'il faut bien... c'est un roman jeunesse donc il faut que ce soit amusant, etc. Et en même temps on va creuser, l'auteur creuse un petit peu toutes ces légendes, ces traditions. Le lecteur apprend énormément de choses mais sans s'ennuyer une seule minute. Et le message aussi qui passe à travers tout ça, c'est que parfois on se met ses propres barrières. Et là où on se croyait limité par autre chose ou par les autres, on est limité que par soi-même. Et c'est ce que va comprendre Megumi et son ami. C'est vraiment merveilleusement bien écrit. C'est un livre génial. Franchement, j'ai passé un super moment. J'ai pas pu le lâcher d'ailleurs. Donc je vous le conseille à 100%. Donc Megumi et le fantôme. Ensuite, j'ai lu Je suis Jeanne et Buterne de Olivia Elkaïm, c'est chez Stock. Je vous en parlais très vite parce que j'ai fait une chronique sur mon blog où j'ai rajouté un petit peu des photos et des œuvres de Jeanne et Buterne et de Modiano, la représentant. Donc Jeanne et Buterne, c'était la muse de Modiano et qui est complètement tombée dans l'oubli, hein, on en parle très peu. Et donc Olivia Elkaïm nous retrace toute la vie de cette jeune femme. Une vie qui était très courte et malheureusement assez triste, tout en étant tellement remplie de passion et d'amour qu'elle en est belle. Voilà, c'est tout ça qui est mélangé. On sent que l'auteur aurait aimé pouvoir écrire quelque chose de plus joyeux. Mais c'est pas possible parce que la fin en elle-même est quand même triste, mais elle a cette volonté. Voilà, je vous conseille de lire la chronique et éventuellement de lire le livre parce que franchement c'était une belle découverte. C'est un personnage qui est malheureux mais qui est quand même beau. Voilà, c'est très intéressant. C'était une très très belle découverte. Ensuite, j'ai lu Le Mal des Ardents de Frédéric Haribit. Alors c'est pareil, j'en ai parlé sur le blog. Très très chouette lecture où on y rencontre une femme loup qui est complètement... passionnée par la vie mais qui est intoxiquée à l'ergot de seigle. Elle va entraîner dans son sillage le narrateur qui devra lui faire la promesse d'écrire le livre. Alors je ne sais pas si c'est une histoire réelle, inspirée du réel, si ça est vraiment arrivé à l'auteur ou je ne sais pas, aucune idée, je pourrais pas vous dire, mais c'est écrit en tout cas comme le narrateur ayant vécu l'histoire. C'est très intéressant parce que d'un côté il y a cette histoire qui est pleine de vie, qui est merveilleuse, qui nous entraîne dans des sentiers loin des sentiers battus, et en même temps l'auteur nous glisse très régulièrement des chapitres sur l'ergot de seigle, donc ce champignon qui va se développer sur le germe du blé et de certaines céréales comme le seigle.
et qui va tout au long de l'histoire de l'humanité qui vit principalement du pain, va régulièrement causer des grandes catastrophes qui n'ont pas forcément été identifiées comme telles à l'époque, mais qui avec le recul sont sûrement dues à l'ergot sac. Donc c'est vraiment très intéressant de suivre à la fois ce cheminement de l'histoire de l'humanité et de ces deux personnages. C'est vraiment un coup de cœur de la rentrée littéraire, c'est vraiment une histoire magnifique. C'est un livre super bien écrit que je vous conseille à 100%. Et pour finir, j'ai lu en livre numérique, j'ai lu Tous nos contretemps de Elan Mastai. C'est publié chez Brajlon. Alors là, c'est une histoire de voyage dans le temps. C'est assez fou. Alors, si vous aimez les histoires de voyage dans le temps, foncez, ça va vous plaire. Donc c'est un... Le personnage principal part d'une époque, il va par concours de circonstances, lui qui n'est pas très doué en sciences par rapport à son père qui est un génie et qui a mis au point le voyage dans le temps, par un concours de circonstances malencontreux, va anéantir les projets de son père, mais décide de tout de même de voir ce qu'il peut faire pour que l'expérience aille quand même au bout, ce qui va finalement entraîner plus de catastrophes qu'autre chose. Donc on est chez l'anti-héros par excellence, donc il va remonter dans le temps, il va finalement saccager un petit peu toute l'histoire de l'humanité telle qu'il la connaissait, et donc s'ensuit toute une réflexion de savoir quelle est la vraie histoire. Est-ce que il a influé sur certaines choses mais pas sur d'autres, et donc il y a toutes ces dimensions qui sont mélangées, c'est très bien écrit, c'est assez rigolo, les chapitres sont très courts donc on les enchaîne à une vitesse fantastique. C'est un peu fou, mais en même temps il y a une réflexion dans le fond qui est hyper passionnante sur le voyage dans le temps, sur la possibilité de le faire, sur l'éthique même de ce genre de recherche, en même temps et une grande profondeur sur la vie en elle-même, qui on est, qu'est-ce qui définit qui on est. Tout ça, tout est abordé dans ce livre, c'est vraiment très riche, très très bien écrit. Franchement, j'ai été vraiment super agréablement surprise. Voilà, donc je voulais faire une vidéo assez courte finalement, je crois que c'est un petit peu raté. Mais bon, voilà, c'est quand on lit beaucoup et il faut on en parle beaucoup. Peut-être que la prochaine fois je le ferai en plusieurs petites vidéos. Donc voilà, franchement donc vous pouvez constater un mois de magnifiques lectures. Pour la plupart ils sont déjà chroniqués sur le blog, les autres vont arriver si c'est pas encore fait, parce que je suis désolée, j'ai pris un petit peu de retard ces derniers temps. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si certains livres vous tentent, si vous en avez lu certains, si vous avez chroniqué certains livres, n'hésitez pas à me mettre les liens en commentaire, que je puisse aller lire votre avis et qu'on puisse en discuter. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis je vous retrouve à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Bye bye!